Élections législatives 2017, Première circo de Seine-et-Marne Bénédicte Monville, et Fatia Madmotet. Insoumise et écolo. Un des enjeux en Seine-et-Marne, le plus important, c'est le travail. Quelles sont les propositions de l'avenir en commun ? Alors il y en a plusieurs. En effet, en Seine-et-Marne, on a un taux de chômage qui est plus important que partout ailleurs en France. Et en plus, c'est très inégalitaire, parce que dans les zones rurales ou dans les zones périphériques des grandes villes, comme à Melun ou à Damary-les-Lys, évidemment, le taux de chômage explose. Donc on a 20% de chômage dans les quartiers périphériques de nos villes. Ça peut monter jusqu'à 40% chez les jeunes. Donc effectivement, il y a un vrai enjeu autour du travail en Seine-et-Marne. Alors qu'est-ce que c'est les propositions de l'avenir en commun ? C'est déjà de lutter contre la précarisation du travail. La précarisation du travail qui touche à la fois évidemment aujourd'hui ceux qui ont du travail et qui sont menacés sans cesse de ne plus en avoir. Et en particulier les jeunes qui maintenant, 96% des embauches, c'est des embauches en CDD, quoi. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'ils font ensuite en CDD ou en intérim ? Donc comment tu fais après avec un CDD ou un contrat d'intérim pour aller demander à avoir un logement par exemple ? Évidemment, tu ne trouves pas de logement. Ça veut dire que les jeunes, ils ne sont pas autonomes avant 30 et quelques années parce que c'est très compliqué pour eux de pouvoir sortir, de pouvoir avoir une vie, payer un loyer parce que justement, ils ont un contrat à durée indéterminée qui leur permet de l'avoir. Donc ça, lutter contre la précarisation du travail, ça veut dire abroger la loi El Khomri. La loi El Khomri, la loi travail, dite loi El Khomri, c'est une loi qui augmente la précarisation du travail, qui augmente la possibilité, qui donne vraiment la possibilité pour les entreprises de licencier un peu comme elles le veulent, ou d'embaucher selon les conditions qu'elles veulent, de faire travailler de plus en plus des gens qui sont des auto-entrepreneurs, donc pour lesquels elles ne payent pas de cotisation sociale, et qu'elles peuvent finalement prendre quand ça les arrange et jeter quand ça les arrange. Donc ça, c'est pas possible. Il faut rétablir un minimum d'équilibre entre ceux qui ont le capital et qui donnent du travail et ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre et qui sont dépendants de ceux qui veulent bien leur donner du travail. Et pour ça, par exemple, il faut rétablir la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que c'est pas du tout possible que les accords se fassent au sein de l'entreprise, alors même que dans l'entreprise, le salarié, encore pire évidemment s'il n'a pas un contrat à durée indéterminée, il est faible par rapport à son employeur, il n'a pas une force de négociation qui lui permet de revendiquer des droits. Donc là, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement socialiste et qu'est-ce qu'a fait le gouvernement Sarkozy, les gouvernements Sarkozy successifs avant ? Ils ont en fait progressivement détruit le code du travail qui s'est construit au fur et à mesure du temps à partir des luttes des ouvriers et des salariés depuis la naissance du monde industriel, donc finalement depuis quasiment la fin du XVIIIe siècle. Et on est en train de perdre tout ça, quoi. Et donc il faut mettre un terme, faut vraiment mettre un coup d'arrêt à cette politique de destruction des droits des travailleurs, des droits des travailleuses, parce que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que la plupart des gens qui sont en situation de précarité au travail, c'est des femmes. Celles qui subissent les temps partiels imposés, ce sont des femmes. Et les plus de 50 ans aussi. Qui représentent... Alors, ça, c'est un autre débat. C'est-à-dire que les seniors, aujourd'hui, ils coûtent relativement cher à l'entreprise. Je dis bien relativement, parce que les salaires, ils ont perdu considérablement de leur pouvoir d'achat, parce qu'on a transféré une grosse partie de l'argent qui était consacré au salaire vers le capital. C'est-à-dire que maintenant, le capital se paie sur la bête encore plus qu'il se payait sur la bête auparavant. Donc vraiment, il faut effectivement arrêter ça. Et pour arrêter ça, il faut à la fois, bien sûr, supprimer ces lois qui cassent le droit du travail, mais il faut aussi ouvrir la possibilité à la fois au partage du temps de travail, parce qu'aujourd'hui, de fait, on le partage, le travail. On le partage, mais de manière complètement stupide, et surtout d'une façon qui est antisociale. On partage le travail entre ceux qui bossent d'un côté et ceux qui ne bossent pas. C'est-à-dire, il y a 10% de la population en moyenne qui ne bosse pas. En Seine-et-Marne, c'est même plus de 11%, donc qui ne travaille pas, qui est au chômage. Et puis les autres, parmi la population active, ont la chance de travailler, mais enfin des fois cette chance elle est quand même assez terrible parce qu'ils travaillent parfois dans des conditions extrêmement pénibles ou bien avec, comme on l'a dit, des contrats précaires.
Donc on partage de fait le travail, parce qu'en fait aujourd'hui on sait produire tous les biens et les services dont on a besoin avec beaucoup moins de travail, parce qu'on a à la fois des machines, de la connaissance, une forte productivité au travail, etc. Donc il faut profiter de toute cette ingéniosité qu'on a mis dans le système productif, mais il faut en profiter pour faire diminuer le temps de travail pour tout le monde et permettre à tout le monde de travailler. Et ça veut dire partager le travail. Partager le travail de manière équitable, de façon à ce que chacun puisse travailler dans une société où le travail est le principal moyen d'intégration sociale. Donc il faut impérativement que tout le monde puisse travailler. Et puis, pour que chacun puisse travailler, il faut partager le travail, mais il faut aussi créer de l'emploi et créer des occasions d'emploi. Et ça, c'est bien sûr la transition agricole et la transition énergétique, qui en Seine-et-Marne aurait un impact absolument fondamental. Alors pourquoi ? Parce qu'on est le principal territoire agricole de l'Île-de-France. On représente 50% du territoire francilien et 50% de la Seine-et-Marne est consacré à l'agriculture. Du territoire seine-et-marnais est consacré à l'agriculture. On est un des plus grands départements agricoles de France. Sauf qu'aujourd'hui, l'agriculture seine-et-marnaise, à 80%, elle est exportée sur le marché international. Et en fait, elle est effectivement sujette à la fluctuation des prix du marché international, d'où la difficulté pour nos agriculteurs de vivre correctement de leur travail, sinon à avoir d'énormes exploitations, ce qui est le cas d'ailleurs de certains agriculteurs en Seine-et-Marne. Donc vous avez certains agriculteurs qui gagnent correctement leur vie, disons, grâce aux aides de la PAC, qui gagnent bien leur vie grâce aux aides de la PAC, et puis vous en avez vous avez d'autres agriculteurs qui sont plutôt des agriculteurs locaux, qui développent une agriculture de maraîchage, l'apiculture, l'arboriculture, etc., qui eux vivent extrêmement mal. Ce que dit la Mutuelle agricole, c'est qu'il y a un tiers des agriculteurs qui vivent avec moins de 400 € par mois. Comment on fait pour vivre avec moins de 400 € par mois ? Donc il est urgent d'engager la transition agricole de notre territoire, parce que ça, c'est des milliers d'emplois à la clé. On a calculé que sur le territoire national, ce serait 300 000 emplois. Ce qui veut dire que sur le territoire seine-et-marnais, une bonne part de ces 300 000 emplois va se concentrer dans les départements et les territoires où effectivement il y a de l'agriculture, donc en Seine-et-Marne. Mais à condition de faire une agriculture paysanne, une agriculture biologique qui crée à peu près 3 emplois à l'hectare, quand l'agriculture industrielle, c'est 3 emplois pour 100 hectares. Donc il faut vraiment passer à la transition agricole rapidement en fait. Si vraiment on veut pouvoir créer de l'emploi, il faut qu'on y passe rapidement. Absolument, il faut passer à la transition agricole. Donc ça c'est un point. Et le deuxième, c'est la transition énergétique. Et la transition énergétique, c'est pareil. Un des enjeux, si on veut faire cette transition énergétique, c'est les économies d'énergie. Et comment on fait des économies d'énergie ? On fait des économies d'énergie en isolant correctement nos bâtiments. Or, on le voit bien ici, il y a plein de vieilles maisons, de vieilles fermes, de bâtiments qui ne sont pas du tout aux normes actuelles, qui permettent effectivement d'avoir des bâtiments qui sont quasiment passifs, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin d'utiliser beaucoup d'énergie ou qui sont en capacité de produire eux-mêmes l'énergie qu'ils utilisent. Et ça, c'est très important. Et donc, la transition énergétique dans un territoire comme le nôtre, c'est pareil, ce sont des milliers d'emplois. Et ce qui est intéressant avec cette double transition, à la fois agricole et énergétique, c'est qu'on crée des emplois, mais dans un éventail très large qui va de l'emploi très peu qualifié à l'emploi très qualifié. Parce que c'est important de donner du travail à l'ensemble de notre population. Tout le monde n'a pas envie de faire des études supérieures. Tout le monde n'a pas envie d'aller jusqu'à devenir un ingénieur agronome ou je ne sais quoi d'autre. Par contre, il y a beaucoup de gens qui se réalisent dans les métiers manuels de l'agriculture et qui aiment ça. Et on le voit d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui où il y a énormément de projets autour de la réinsertion professionnelle à travers justement les métiers agricoles, ça marche vachement bien. Et les gens, après, ils n'ont pas envie de quitter ça. Le rapport à la terre, le rapport aux plantes, le rapport à la nature, on aime ça fondamentalement. On peut revenir à ces fondamentaux. Exactement, même si notre société productiviste nous a coupé de ça, et nous fait croire qu'on est tous un peu, qu'on peut vivre sans la nature. En fait, non seulement on ne peut pas vivre sans la nature parce qu'on en fait partie, mais en plus, les gens aiment être en contact avec la nature. Donc ces deux transitions sont des moyens de donner du travail.
Le 18 juin, nous pouvons gagner les élections législatives. Nous pouvons avoir une majorité au Parlement. Nous pouvons avoir un gouvernement. Nous pouvons changer la politique de ce pays. Nous pouvons mettre en œuvre le programme de l'avenir en commun. Le 11 juin, il faut voter. Le 18 juin, il faut gagner. Il faut voter la France insoumise. Les 11 et 18 juin, pour la justice sociale, pour l'écologie, pour la démocratie et pour la paix dans le monde, votons France insoumise. Votons France insoumise.